Bonjour, je suis professeure Iman Jaroundi. J'enseigne la santé publique à la faculté de médecine de Rabat, mais c'est en ma qualité de directrice de l'unité de responsabilité sociale de la faculté de médecine que je me suis associée au consortium OPT Covid 2019 pour pouvoir animer et justement vulgariser l'éthique de santé publique comme un outil de décision, de prise de décision pour les politiques de santé publique pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Alors, cette activité s'inscrit dans l'axe 9 de la responsabilité sociale, qui est l'adhésion aux principes universels et adaptation au contexte local. Alors, dans ce sens, je vais introduire aujourd'hui les étudiants ou les participants qui s'intéressent à ces thématiques au conflit éthique de santé publique durant la pandémie au Covid-19. Alors, il est très intéressant de situer cette thématique-là dans le contexte de la pandémie au Covid. Pourquoi? Parce que justement, ce CoV SARS-2 a été responsable et a surpris tout le monde par la morbidité et par sa létalité qui est très importante, qui s'est inscrite au niveau mondial, mais aussi la progression rapide de l'épidémie entre les continents, mais aussi au niveau national. Alors tout cela a fait que pour la prise de décision par rapport à l'implémentation des mesures aussi bien de prévention que de lutte contre le Covid a été de très courte durée. Aussi, la population générale, mais aussi les experts en santé publique ont été confrontés à la mise en place de mesures non pharmaceutiques assez inédites qui sont les confinements et la quarantaine obligatoire. Donc, en une décennie, on n'a pas été obligé de pratiquer ce type de mesures non pharmaceutiques. Mais également, un élément qui est très important, c'est que comme ce virus n'est pas connu, on apprend au fur et à mesure donc l'épidémiologie, les facteurs de risque, les populations à risque, les populations les plus vulnérables, mais surtout aucun traitement efficace n'est connu à ce jour. Également, il faut le dire qu'il y avait des molécules qui sont utilisées hors AMM, donc hors homologation, je voulais dire, pardon, mais qui sont prometteuses. Alors, un autre élément qui est important, toutes les mesures de prévention qui sont juste là mises en œuvre sont en cours d'évaluation. Alors, bien entendu, avec la contagiosité, la virulence de ce virus a fait qu'il y avait une surcharge des systèmes de santé, les capacités hospitalières et aussi en termes de ressources humaines, et donc les ressources étaient limitées. Alors tout cela a des conséquences sanitaires, c'est ce que je viens de développer, mais aussi économiques, et donc c'est inhérent au confinement, à la fermeture des frontières, également sanitaire, donc par rapport à la sécurité alimentaire, à titre d'exemple, entre autres, mais surtout éthique par rapport à la prise de décision rapide et en absence d'évidence scientifique. Alors tout cela a fait que ces webinaires sont, nous paraît-il, importants pour vulgariser les principes éthiques santé publique et les rendre compréhensibles par les étudiants en médecine et autres professionnels de santé, mais aussi il va falloir qu'ils sachent quels sont les facteurs qui pourraient déclencher des conflits éthiques pendant la gestion des pandémies. Et également, préparer les étudiants à mobiliser une réflexion éthique pour guider et comprendre la prise de décision en santé publique. Alors, plus particulièrement, nous allons nous concentrer pendant ces webinaires qu'on va voir de façon plus détaillée sur les conflits éthiques liés à la surveillance des cas et la recherche des contacts. Donc, tout le monde a découvert la possibilité du traçage des cas et de leurs contacts comme moyen de contrôle de l'épidémie, puisqu'il devait être isolé. Et donc, ça aussi, ça engendre des problèmes éthiques, et c'est assez inédit par rapport à la gestion de cette pandémie. Nous avons aussi constaté que le confinement et la quarantaine, malgré que ce soit des mesures de prévention de la progression de l'épidémie, ne sont pas sans conséquences éthiques par rapport à d'autres à des besoins de la société de faire rouler, comment dire, son économie et aussi à la liberté individuelle de se déplacer. Un autre élément qui est aussi très important et qui est inhérent à toutes les situations d'urgence sanitaire, c'est la recherche en période de pandémie. Alors parce que justement les populations et les participants à la recherche sont encore plus vulnérables.
des mesures de prévention et de traitement pour arrêter la progression de l'épidémie. Un autre élément qui est très important et qu'on a vu de façon accrue et spectaculaire aussi bien en Italie qu'aux États-Unis, c'est la répartition des ressources de façon équitable par rapport aux lits hospitaliers, aux ventilateurs, puisque c'est un virus qui nécessite d'avoir recours à ces ressources-là pour pouvoir sauver des vies. Alors, tout cela, nous allons le voir de façon plus détaillée, mais avant tout, il va falloir qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce que c'est que l'éthique de santé publique. Ben, il faut savoir que c'est une méthode de délibération. Hein, c'est une méthode de délibération. Pourquoi? Parce que, justement, les prises de décision santé publique ne sont pas uniquement prises par le ministère de la Santé, mais sont prises par toutes les parties prenantes, à savoir les sociétés savantes, la société civile, le gouvernement, la sécurité, les finances, des structures sociales et beaucoup de stakeholders qui prennent part à la décision. Donc, cette délibération éthique ou cette méthode de délibération permet justement de guider une prise de décision qui est mobilisée par les conséquences des actions de chaque département, n'est-ce pas? Et qui permet justement de pondérer les jugements professionnels et institutionnels et qui permet justement d'avoir une prise de décision qui sont explicites, n'est-ce pas? Transparentes, mais surtout justifiées. Justifiées sur le plan scientifique et sur le plan des valeurs. Alors, les valeurs morales sont très importantes. Il faut savoir que les valeurs morales ou les théories morales ou les théories normatives sont souvent dans certaines sociétés tacites, c'est-à-dire elles sont acceptées, elles sont partagées au niveau de la communauté sans qu'elles soient explicites. Dans d'autres communautés, dans certains pays ou certaines institutions, elles sont explicites. Alors, en fait, pour simplifier et vulgariser ces théories normatives, c'est juste, ce sont des théories qui nous permettent de dire et de juger si c'est bien ou si une action est mal, ou si une action elle est juste ou injuste. D'accord? Alors, je vais vous exposer certaines théories éthiques qui sont utilisées par certains organismes de santé publique. Par exemple, l'approche utilitaire. L'approche utilitaire de Stuart Mill, elle défend les actions de santé publique qui ont le bien commun, qui favorisent la maximisation du bien. C'est-à-dire que le bien ou une action de santé publique doit profiter au maximum de personnes. Il y a d'autres théories qui sont égalitaires de John Rawls qui dit que une procédure doit permettre une rationalisation entre les intérêts individuels et ceux de la santé publique. La théorie de Kant, elle, à contrariori, dit que une action, elle est justifiée uniquement si elle est moralement permise dans un contexte donné, dans une société donnée. Alors ça, c'est des jugements de valeur et qui sont, comme je vous l'ai dit, tacites ou explicites. Maintenant, ce qui est clair, c'est que ce sont les principes éthiques, ils sont différents en fonction de notre perspective, en fonction de notre positionnement. Si je suis clinicien, j'aurai certaines valeurs professionnelles et éthiques. Si je suis patient et en même temps je suis une victime et je suis un vecteur, j'aurai des valeurs qui sont plus importantes pour moi, mais en même temps, si je suis un gouvernement et si je suis une institution, j'aurai d'autres valeurs. Alors, pour les catégoriser, et je remercie les équipes qui ont fait ce travail formidable pour pouvoir catégoriser et plus simplifier ces valeurs éthiques et ces principes éthiques. Donc, on a 3 catégories. Alors, on a des valeurs associées aux finalités de santé publique. Alors, justement, d'une action de santé publique, qu'est-ce qu'on attend? On attend qu'elle soit bienfaisante, c'est-à-dire qu'elle ne fasse pas de mal aux populations à laquelle on l'applique, qu'elle ne soit pas non malfaisante, c'est-à-dire que le fait que j'applique un protocole ou une thérapeutique ou une vaccination, il ne faut pas qu'il y ait des effets secondaires plus importants que le bénéfice que j'en tire par rapport à l'arrêt de la transmission d'une maladie. Ça, c'est un exemple. Que ce soit des mesures qu'elles soient efficaces, qu'elles soient efficientes et surtout qu'il y ait une maximisation du bien et qu'elles soient utiles. Alors, d'un autre côté, on a des valeurs qui sont liées à l'expertise professionnelle et aux institutions de santé publique. Donc, il va falloir que ces actions de santé publique soient basées sur l'impartialité. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des conflits d'intérêts. Il faut qu'elles soient délibérées de façon transparente et qu'elles soient exposées de façon transparente. Il faut aussi respecter la confidentialité des populations, de certains sous-groupes vulnérables. Il faut que les prises de décision soient responsables, c'est-à-dire qu'elles soient prises en considérant donc
des compétences optimales pour la prise de décision, qu'elles soient prises avec prudence, c'est-à-dire qu'il y ait une évaluation du risque et aussi qu'elles respectent une rigueur scientifique. Donc, on va en reparler. Alors, d'un autre côté, ces valeurs-là, ces mesures-là de santé publique, elles sont appliquées à une population. Alors, cette population-là, ou cette société-là, ou ces communautés-là, elles ont d'autres valeurs qui sont l'autonomie, c'est-à-dire qu'ils soient capables de négocier et d'avoir un droit de regard sur ou de contester, des fois, ces mesures de santé publique puisqu'elles portent atteinte à leur autonomie ou à leur capacité d'adhérer ou non. Elles sont aussi... elles devraient aussi avoir un droit de regard sur l'équité. Comment ces mesures ont été distribuées de façon équitable? Comment est-ce qu'il y a eu un respect de la justice distributive, c'est-à-dire que toute la population, indépendamment des catégories sociales ou des groupes, puisse avoir un accès juste et équitable à toutes les ressources sanitaires qui sont mobilisées pour lutter contre la pandémie. Également, il faut qu'il y ait un souci de solidarité et d'égalité. Donc ça, ce sont des valeurs sociétales. Et bien entendu, cela n'est pas sans conséquence sur la création de certains conflits ou certaines tensions entre certaines mesures qui sont mises en place par la société pour lutter contre la pandémie et qui heurtent certaines valeurs de la société ou certaines valeurs institutionnelles. Alors, je donne un exemple, par exemple, sur des mesures de promotion de la santé qui donnent des avantages à des populations entières, mais en même temps heurtent les droits individuels. Je donne l'exemple du confinement que vous avez tous vécu, et donc vous avez un jugement dessus et un vécu pour savoir que justement, on a été confinés à rester chez nous, on a été limité de notre droit de nous déplacer, mais c'était pour le bien commun, pour arrêter la transmission du virus. Donc voilà. Donc, il y avait une tension entre deux valeurs, une valeur de santé publique qui est le bien commun et une valeur individuelle qui est la liberté et l'autonomie dans le mouvement. Un autre exemple est aussi que certaines interventions de promotion de la santé peuvent être paternalistes ou intrusives. Donc, justement, le traçage, les applications de traçage pour la surveillance des cas et le suivi des contacts est une activité qui permet justement de réduire la transmission de la maladie, mais en même temps, elles sont intrusives dans notre vie privée. Elle va traquer nos mouvements, elle va traquer avec qui on interacte, quelles sont nos interactions, et ça, elles sont très intrusives. Donc, c'est clair qu'elles heurtent les libertés individuelles et la confidentialité des données. Un autre élément aussi qui est en tension, c'est que les ressources pour la santé publique sont en concurrence avec d'autres demandes légitimes, c'est-à-dire que je privilégie donc le confinement. Là encore, je reviens au confinement en contrepartie, je réduis la production et la production de biens. Donc, il y a la concurrence entre l'arrêt de la transmission de la maladie, l'économie et l'épanouissement de l'économie. Donc ça, ce sont des types d'exemples de tensions et de conflits éthiques. Alors justement, et c'est là l'intérêt, comme vous voyez qu'il y a plusieurs parties prenantes, la société, les institutions, les finances, les droits de l'homme et la santé publique qui rentrent en concurrence, qui ont des valeurs différentes, il est clair que l'éthique de santé publique est un outil qui permet d'avoir une action structurée, d'avoir une action rationnelle qui va bénéficier à tous ces stakeholders, aussi bien aux prestataires de soins, aux patients et au système de santé, et aussi bien à certaines communautés. Et éventuellement, elle va limiter la prise de décision potentiellement dangereuse pour l'économie du pays, pour la sécurité du pays, pour l'état de santé de la communauté et pour certaines catégories sociales. Alors, pourquoi est-ce que pour le Covid-19, on a un problème? Justement parce que, à l'instar des autres épidémies où on connaît au préalable le virus, par exemple le H1N1, on connaît déjà l'influenza, on sait un peu comment il se transmet, on sait la capacité de transmission, on sait un peu comment le gérer. Il y a éventuellement des médicaments qui étaient efficaces, il y a un vaccin qu'on sait produire. Là, pour le Covid, il nous a pris de court, donc on ne savait même pas ses formes cliniques. Donc au début, c'était une symptomatologie respiratoire, et puis après, il est apparu d'autres formes cliniques. Les tests, ils ont été développés et déployés au fur et à mesure. Les gold standards ou donc comment poser le diagnostic formel du Covid, là aussi, c'était au fur et à mesure qu'on le découvrait. Un autre élément aussi important qui était quelles étaient les populations les plus à risque. Donc,
tout cela, et ça c'est un phénomène assez inédit pour les étudiants en médecine, c'est de participer et de découvrir à la même vitesse l'évidence scientifique. Alors justement, le fait que on n'a pas une évidence scientifique sur lesquelles asseoir nos mesures de prévention et de traitement et d'arrêt de progression de l'épidémie pose certainement problème. Alors maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, les théories morales qui sous-tendent les prises de décision, donc je vous ai dit, elles sont variables d'un pays à l'autre, d'une institution à l'autre, et je ne pourrais pas débattre de cela. Il va falloir qu'il y ait avec nous un éthicien ou un sociologue pour aller plus en profondeur par rapport aux théories morales. Mais cela, justement, la problématique spécifique au Covid, c'est qu'on n'avait pas d'évidence. Et bien entendu, il était difficile et d'anticiper les conflits éthiques qu'on allait devoir vivre au fur et à mesure de la progression de l'épidémie du Covid. Alors, il va falloir savoir que ces enjeux éthiques se posent au fur et à mesure, et c'est un marathon de les anticiper et de les atténuer au fur et à mesure que l'épidémie progresse. Et bien entendu, ils accompagnent toutes les mesures de prévention et toutes les phases ou les stades de l'épidémie. Comme par exemple, au tout début de l'épidémie, l'idée c'est d'arrêter la progression et de limiter l'entrée ou l'importation des cas de Covid au Maroc ou dans certains territoires, et aussi éviter sa propagation. Et pour cela, les mesures qui sont efficaces, ce sont la surveillance épidémiologique et aussi la quarantaine. Alors, à partir de là, il y a des conflits éthiques qui rentrent en considération par rapport à ces outils de santé publique qui sont la surveillance et la quarantaine, ce qui est la confidentialité des données, l'autonomie par rapport au confinement, mesures de confinement et de distanciation sociale, et le bien commun, c'est-à-dire donc mettre en place ces mesures-là de traçage, de surveillance et de distanciation sociale pour arrêter la progression de l'épidémie. Bien entendu, il fallait, par rapport à ça, mettre en place de certaines mesures économiques et de solidarité pour assurer la réciprocité. C'est-à-dire, si on impose à certaines personnes de ne plus se déplacer, ne plus aller travailler, il faut, de façon réciproque, assurer qu'ils puissent survivre pendant cette période de confinement. Alors maintenant, et tout au long de la progression de l'épidémie, on a mis en place des mesures de prévention, des traitements, et aussi on a mis en place des protocoles de recherche pour justement aider au contrôle de la pandémie. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce sont des mesures de prévention qui n'ont pas été encore évaluées, donc leur efficacité n'est pas connue. Cependant, il fallait que, en même temps, en mettant en place ces mesures, il fallait mettre en place aussi des mesures d'atténuation du risque et évaluer tout au long de la progression de l'épidémie ou de leur implémentation le risque-bénéfice, n'est-ce pas? Et cela pour justement appliquer le principe éthique de la non-malfaisance et de la bienfaisance. Également, un élément qui est très important et qui rentre en considération ici et sur lequel on base nos prises de décision en santé publique, c'est la proportionnalité. Donc, justifier une mesure par rapport à son efficacité et à son apport et à la maximisation du bien qu'elle peut apporter. Donc, c'est la mesure qui sera le plus considérée. Donc, bien entendu, avec la recherche, il va falloir savoir comment protéger les populations vulnérables pour ne pas justement donner leur consentement de participer à des recherches parce que justement, il y a cette urgence et, de produire de l'évidence. Alors, au moment où l'épidémie est à son apogée, c'est-à-dire que c'est réparti au niveau de la population, qu'il y a une transmission intercommunautaire, se pose le problème de la saturation du système de soins, qui a été pris de court, qui n'a pas pris le temps, ou eu le temps de s'organiser, de développer une infrastructure suffisante en termes de ressources humaines, de ressources matérielles, pour pouvoir lutter contre la pandémie. Et à ce niveau-là, se pose la question de rationalisation des ressources. Alors, à qui en situation de ressources limitées, qui est prioritaire pour les soins? Comment je peux trier les patients qui ont accès aux soins? Est-ce que déjà, je me souscris à cette hypothèse-là de dire à certains patients, tu as un mauvais pronostic à court terme ou tu as un mauvais pronostic à long terme, à ce moment-là, je vais privilégier une personne qui a plus de chances de bénéficier de ces soins. Alors, le problème a été posé, il est en pleine discussion jusqu'à date, et on ne peut pas trancher. On ne peut pas trancher parce qu'on a des théories morales qui sont différentes
et voilà, chaque société gère de sa manière, mais il n'y a pas une prise de décision qui est transposable ou extrapolable d'un contexte donné. Mais justement, ce qui est mis, les valeurs éthiques qui sont mises en jeu ici, c'est l'équité, la justice distributive, l'efficience et comme je l'ai dit, la proportionnalité toujours et encore, et surtout la responsabilité, parce que justement, il y a une obligation de soigner, malgré que les personnels de santé, ce sont aussi des individus qui ont des familles et qui ont aussi peut-être des facteurs de comorbidité et qui doivent continuer à travailler dans des conditions où ils ont plus de probabilité de tomber malade, de contracter la maladie, mais ils ont cette obligation de soigner. Donc là encore, il y a des problèmes d'éthique clinique. Donc aussi bien dans cette problématique d'éthique de santé publique, par rapport à la gestion de la pandémie du Covid, nous avons aussi des problèmes éthiques qui sont l'éthique clinique et l'éthique de la recherche et qu'on va voir plus en détail avec des experts dans ce domaine. Alors maintenant, il y a différentes procédures d'examen éthique pour la délibération en santé publique qui sont proposées par des agences de santé publique. Donc celle-là, elle m'a particulièrement séduite c'est le comité d'éthique de santé publique du gouvernement du Québec. Elle est assez récente, elle date de 2017. Et justement, sa démarche est la suivante. Donc, on situe la problématique. Donc, on commence par situer la problématique. Et par rapport aux objectifs de santé publique, et on met en place et on débat cette problématique-là, les moyens de lutte qu'on a à notre disposition dans un contexte sociopolitique, dans un contexte sanitaire, c'est-à-dire d'organisation du système de soins, et dans un contexte économique et des normes de la société et des règles. Bien entendu, les lois sont importantes, elles balisent le projet, elles balisent le programme de santé publique. Et à ce moment-là, on essaie de voir quelles sont les conséquences d'une action de santé publique sur des populations, sur des collectivités données et aussi sur les institutions qui gèrent et qui sont en front dans cette gestion de la pandémie. À ce moment-là, toutes les parties prenantes doivent lister les conflits éthiques, les enjeux éthiques il va falloir prioriser les enjeux éthiques à traiter, les mettre en opposition, grouper, et à ce moment-là, il va falloir délibérer, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une délibération et un consensus, quels sont les bénéfices et les inconvénients à privilégier certaines actions de santé publique ou alors à ne pas les privilégier compte tenu des enjeux éthiques et quels sont justement les enjeux éthiques les plus importants à considérer. Une fois qu'on a mis en place tous ces éléments-là et qu'on a justifié notre recommandation, à ce moment-là, elle est validée. Mais ce qu'il faut savoir, qu'il est très important de le savoir dans des situations comme ce qu'on est en train de vivre, c'est que cette décision et ce consensus n'est pas définitif. Il doit progresser selon l'évolution de l'épidémie, si elle s'est arrêtée, s'il y a une deuxième vague, n'est-ce pas, s'il y a une immunité collective dans le cas du Covid, et s'il y a un vaccin qui a été produit, et de l'évidence scientifique. Ça, c'est un élément très, très important. Donc, toujours avoir une veille scientifique qui permet d'ajouter, de réajuster et de pondérer avec toute l'évidence scientifique pour pouvoir réajuster sa prise de décision. Un élément qui est très important, certainement, et ça rentre dans les bonnes pratiques, dans la gestion des conflits éthiques, c'est qu'il faut mettre à la disposition des ressources, toutes les ressources nécessaires en termes de gestion, mais aussi en termes de compétences et de scientifiques qui sont expérimentés. N'est-ce pas? Il faut des partenaires qui soient impliqués de façon précoce, de façon continue dans toutes les prises de décision et qui représentent toutes les couches de la société et qui représentent les autorités réglementaires, les autorités sanitaires et aussi ils représentent les populations pour pouvoir justifier ces actions. Donc les mandats doivent être clairs et doivent être dynamiques. Voilà. Alors en conclusion, donc j'espère que on a réussi à vous convaincre que pour la préparation aux épidémies, il faut certes une riposte clinique, donc une organisation, une formation des médecins qui soient compétents pour gérer des maladies émergentes. Il faut une riposte santé publique pour pouvoir connaître et mettre en place de façon assez rapide des mesures de prévention qui sont connues, efficaces et les monitorer, mais également
une riposte éthique pour pouvoir savoir quels sont les aboutissants et les tenants et quelles sont les conséquences sur certaines populations, certains sous-groupes qui sont les plus touchés par rapport à certaines choses et pouvoir les réajuster au fur et à mesure. Donc ça, c'est un élément et c'est un message clé. Alors, le programme qu'on vous propose, donc aujourd'hui, c'était juste une introduction à ces concepts généraux, mais on va voir plus en détail le 26 à 14 h avec le docteur Kike Bassat, qui est un éminent épidémiologiste et pédiatre qui a travaillé sur les 4 continents, et notamment il a été impliqué dans la préparation du vaccin contre le paludisme, et qu'il a travaillé avec des populations vulnérables des pays en développement, mais également des enfants, la population pédiatrique. On va parler plus en détail sur les conflits éthiques liés à la recherche, hein, et en situation d'urgence, mais aussi pour le cas du Covid-19. Alors, professeur Fellah de l'Université de la Sorbonne à Paris et qui est docteur en intelligence artificielle, va nous parler des avantages à utiliser l'intelligence artificielle pour lutter contre les pandémies, mais aussi quels sont les conflits éthiques qui sont liés à ce traçage, et il va aussi nous éclairer sur l'efficacité et l'évidence scientifique par rapport à l'efficacité et la proportionnalité de cette mesure de lutte contre le virus et la progression du virus. Professeur Gdira Najib, qui est un économiste reconnu au niveau mondial et au Maroc, qui a dirigé l'Agence de développement social, va nous éclairer sur les conséquences de la distanciation sociale, ou je dirais les mesures non pharmaceutiques, sur certaines populations en rapport avec les déterminants sociaux de la santé. Donc, on va délibérer avec lui et on va avoir une discussion passionnante, certainement. Et enfin, avec le professeur Mazouzi, qui est un pionnier de l'enseignement de l'éthique clinique au Maroc et aussi un réanimateur, qui va nous éclairer sur les conflits éthiques liés à la prise en charge des patients pendant la pandémie au Covid-19. Donc, avec ça, on aura fait un peu le tour de tous les conflits éthiques qui ont accompagné la gestion du Covid-19, de la pathologie. Alors, ces webinaires, ils sont destinés dans un premier temps aux étudiants en médecine et en pharmacie, à qui on enseigne les concepts de santé publique, donc pour qu'ils puissent intégrer ces notions-là et une illustration de ces concepts de santé publique à travers leur vécu, du Covid-19, mais également à tous les autres professionnels de santé qui sont au cœur de l'action et de la prise de décision, ou qui contribuent directement ou indirectement à la lutte contre la pandémie, mais aussi tous les étudiants en sciences de la santé qui pourraient s'intéresser à la thématique et au moins avoir une culture générale sur la gestion et la prise de décision en santé publique. Alors, comment vous pouvez y participer? Il va falloir vous inscrire à travers ce site web pour pouvoir participer de façon directe aux webinaires qui sont programmés de façon directe ou alors télécharger les différentes présentations et différentes vidéos. Je vous remercie pour votre attention et on espère vous retrouver à tous les autres webinaires. Merci.